Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans notre émission Interrogeons-nous. Interrogeons-nous sur le droit du sport. Nous nous étonnons ensemble sur le fait qu'il y ait un droit du sport, peut-être un droit en dehors du droit civil, en tenant compte du fait que chaque individu est un citoyen. Mais, comme le docteur Claude Bekombo ne nous démentira pas, il existe un droit du sport. Bonjour, docteur Claude Bekombo. Bonjour. Docteur Claude Bekombo, qu'est-ce que le droit du sport? Alors, le droit du sport, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent la pratique de l'activité sportive. L'ensemble des règles qui gouvernent la pratique de l'activité sportive. Donc, ce sont des règles qui sont d'origine sportive, de la communauté sportive, qu'on appelle la Lex Sportiva, c'est-à-dire que des règles que produisent les fédérations sportives internationales, le Comité international olympique, le TASSouLAMA. Ce bloc de règles-là, on appelle ces règles-là la Lex Sportiva. Donc, les règles d'origine de la communauté sportive. Et à côté de ces règles-là, il y a un droit d'emprunt, c'est-à-dire que des principes, comme le principe de l'égalité, le principe de la libre circulation, le principe de la dignité humaine, le principe du contradictoire, les droits de la défense, ainsi de suite. Tout cet ensemble de principes que la justice commune, soit le droit romain ou le droit anglo-saxon a pu développer, qui entrent dans ce qu'on appelle le droit du sport. Donc il y a des règles d'origine de la communauté sportive et des règles d'emprunt au droit de l'État que applique la communauté sportive. Donc tout forme ce qu'on appelle le droit du sport en termes de règles. Et ensuite, il y a nécessairement donc des procédures pour ceux qui ont un droit, parce que quand un droit est consacré, il y a nécessairement une procédure qui est adossée à ce droit-là pour pouvoir le défendre au cas où l'obligation ou le droit a été violé. Donc, en gros, voilà ce que c'est que le droit du sport. Et ma question à partir de cette définition est celle de savoir, ce droit est-il de l'ordre des États ou alors des institutions qui gouvernent le sport? C'est une très bonne question. Là, on entre vraiment dans les spécificités de ce droit du sport. C'est un droit spontané. Un droit spontané, c'est-à-dire que c'est un droit qui est créé par une organisation en marge hors de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit qui vient de l'État. Donc, nous avons des règles qui sont des règles qui viennent de l'organisation sportive elle-même, comme les statuts, les règlements et toutes les autres règles qui sont prises par l'organisation. Et nous avons des règles que cette organisation sportive-là emprunte aux États, aux droits de l'État. Donc, c'est un droit souple, un droit mou. Donc, les États n'ont pas de prégnance sur la production normative des organisations sportives internationales. Mais cette production normative-là est en interaction, d'où ma thèse de doctorat, avec les lois de l'État, puisque cette production normative autonome, qui est un droit spontané, cette production normative autonome, je ne vais pas revenir sur les théories de Catherine Kokrividrovich ou de tous les autres. J'explique simplement les choses sans entrer dans les détails des débats d'auteurs, oui, pour dire qu'effectivement, ce n'est pas un droit qui est produit par les États. C'est un droit dont la parturition relève de la sphère privée. Donc, c'est un droit qui est corporatiste. C'est pour gérer une corporation. Que ces règles-là que ces statuts, le règlement intérieur et tout ça, sont créés auprès de la FIFA, de la CAF, du CIO et tout. C'est un droit spécifique. La charte du CIO, c'est un droit corporel. Ce n'est pas un droit qui est adossé à l'État. Donc, les États, ça ne rentre pas dans la catégorie des règles étatiques, constitution, droit international, non. C'est un droit spontané, un droit spécifique, un droit créé par une communauté particulière. Donc l'État n'y est pas invité en termes de parturition, mais le droit de l'État interpénètre ce droit-là en termes de principes à respecter. Parce que, bien entendu, cette communauté sportive n'est pas dans l'espace intersidéral. Cette communauté sportive est dans l'espace étatique. Ces activités se passent dans l'espace étatique, donc le droit étatique va nécessairement être en contact et pénétrer ce droit-là. Est-ce qu'il existe quand même quelquefois, même exceptionnellement, des cas qui peuvent connaître de ces deux droits? Du règlement de l'institution, mais ensuite du droit
étatique. Bien sûr, nous allons y arriver dans le cadre du développement des procédures. D'accord. Dans le cadre des procédures, quand les questions vont se poser, nous allons y arriver. Le juge qui doit intervenir intervient selon les règles. Le sportif, c'est-à-dire ce droit du sport, le droit du sport est un droit à la disposition du justiciable sportif. Le justiciable sportif peut être soit le sportif, soit tout auxiliaire du sport qui, dans le cadre de la réalisation de la pratique de l'activité sportive ou des activités sportives en général, a subi un dommage et veut le faire réparer. Alors lui, il a l'option, le justiciable sportif. Peu importe sa nature, ça peut être un administrateur du sport, ça peut être un sportif, ça peut être un auxiliaire du sport. Ça peut être quelqu'un qui collabore avec les institutions sportives, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient avoir un contrat avec les institutions sportives, s'il a subi un dommage, il a donc l'option de saisir soit les juridictions sportives, les instances juridictionnelles sportives, soit alors s'il estime que le dommage qui a été causé relève du droit commun. On prend l'exemple d'une discrimination raciale. La communauté sportive, peut aussi structurée qu'elle soit, ne peut pas développer un corpus juridique qui permet de protéger quelqu'un contre la discrimination raciale. Il faudrait bien qu'on se retrouve dans une situation où les statuts prévoient effectivement quelque chose. Si un supporter ou un arbitre ou un joueur traite l'autre selon la différence de peau et que les instances juridictionnelles ont clairement le quantum de cette discrimination-là. Donc, il pourrait appliquer. Or, dans la philosophie de ces statuts, règlements, chartes du CIO, c'est plus l'encadrement de l'activité sportive qui intéresse. Et quand on prend même comment est-ce que ces règles-là sont construites, c'est-à-dire la fabrication de ces règles-là, ce sont des avocats, ceux qui ont un peu de connaissances en droit, qui s'asseyent pour former ces règles. Donc, il y a nécessairement des principes de droit généraux qui ne sont pas dans ces règles-là. C'est la raison pour laquelle quand il y a donc un dommage qui est causé à un justiciable sportif, il a l'option de choisir le meilleur mode de protection. Mais l'option de juridiction entraîne option de législation. C'est-à-dire que si le justiciable sportif choisit d'aller dans les instances sportives, il va rester dans les instances sportives. Donc ici, il choisit de choisir la commission de discipline, après la commission de recours, après aller dans les chambres de conciliation et après aller éventuellement au tribunal arbitral du sport, il va rester dans cette logique-là. S'il choisit plutôt parce que le dommage causé est un dommage qui est plutôt lié aux droits fondamentaux, aux droits communs, et non aux règles sportives, il peut donc saisir. S'il a été victime d'injures, s'il a été victime d'agression, s'il a été victime de coups et blessures, d'abus de confiance et tout ce qui a trait aux droits communs, il a l'option d'aller dans les juridictions étatiques. Et le juge de l'État va nécessairement se reconnaître compétent, puisque c'est un abus de droit commun. Mais le juge de l'État va se reconnaître compétent, il va quand même analyser les règles. Il va porter son jugement en tenant compte des règles sportives et des règles de l'État. Il va tenir compte des règles sportives et des règles de l'État. Maintenant que le cadre est posé, nous allons discuter en gros du contentieux sportif. Et je vous propose mon schéma. Nous allons parler du juge administratif, nous allons parler du juge judiciaire, nous allons évoquer quelques infractions spécifiques au sport et nous allons terminer par le transfert des joueurs. J'imagine que si ça vous convient, on y va. Ça me convient parfaitement. C'est quoi d'abord un contentieux sportif? Le contentieux sportif, c'est un ensemble de procédures liées à la violation d'un droit objectif ou d'un droit subjectif que donne à un justiciable les textes du sport. C'est-à-dire que s'il y a une violation d'un texte, une violation d'un principe de sport, une violation d'une règle de jeu, le justiciable sportif peut porter cette violation-là devant une instance dédiée pour faire reconnaître qu'une violation a été faite et obtenir réparation. C'est ça le contentieux du sport. Donc le contentieux part d'un problème. Il faut qu'il y ait un litige. Et le litige est basé sur la violation d'un texte ou d'un principe de sport. Je prends un exemple simple. Avant le match de boxe, nous avons la conférence pré-match de boxe, avant le match de boxe. Cette conférence, dans la culture de la boxe, c'est une conférence où un certain nombre d'écarts sont permis. On permet aux deux boxeurs de faire ce qu'on appelle entre guillemets la tchatch, donc de s'invectiver, de faire monter la mayonnaise.
Alors, c'est dans la culture de cette discipline sportive-là. Donc, il ne peut pas avoir des réclamations liées à la pratique de cela. Donc, à partir de ce moment-là, c'est accepté de tous. On ne peut donc pas avoir un contentieux né de cela. Parce qu'on vous a engueulé avant un match. Voilà, parce que non, ce n'est pas possible et ce n'est même pas imaginable. Oui. D'accord? Mais maintenant, quand on en vient à peut-être prendre une arme pendant ce moment-là et peut-être tirer sur un concurrent ou quoi que ce soit, là, clairement, on déborde. Je ne sais pas si mon explication est assez... C'est assez clair. C'est comme sur un terrain de boxe, tous les coups sont permis, sauf les coups en dehors de la ceinture, en bas de la ceinture et ainsi de suite. Donc, la gestuelle, la technique sportive est encadrée. Même le geste, le tacle, tous les gestes sportifs sont encadrés. Et il y a le principe d'acceptation des risques sportifs. C'est-à-dire qu'en venant faire le sport, tous les acteurs acceptent qu'en venant faire le sport, il y a des risques éventuels qui peuvent arriver au courant de ce sport-là. Donc, le contentieux du sport ne prend pas en compte, ne met pas de côté le risque. Puisque dans le contentieux du sport, il y a le principe d'acceptation des risques sportifs. Et ce principe d'acceptation des risques sportifs-là veut que vous allez supporter que à partir du moment où vous jouez au foot, qu'un geste mal contrôlé d'un adversaire peut vous casser la jambe. Je ne sais pas si on se comprend. C'est assez clair. Voilà. Vous pouvez accepter que une voiture en faisant la Formule 1 peut faire un tête à queue. Oui. Et que vous avez une clavicule qui casse ou quoi que ce soit. Non, vous n'allez pas aller porter plainte contre la Fédération internationale de sport automobile pour dire non, vous vous êtes cassé la clavicule. Non. En venant faire le sport, il y a le principe d'acceptation des risques sportifs. Et ce principe couvre tous les dangers liés au sport. Oui. Donc, ce principe-là n'est pas dans le contentieux. Ce qui est dans le contentieux, c'est la violation des règles de jeu, c'est la violation des règles techniques et c'est la violation des règles de l'administration sportive. C'est dans le contentieux du sport. Donc, un justiciable sportif peut effectivement revendiquer la violation de ces règles-là. Merci, docteur Claude Bekombo, pour cette clarification, mais je m'en vais vous poser la question de savoir, c'est quoi un juge administratif en matière de sport? Alors, le sport, puisque le sport charrie des questions publiques qui relèvent du droit public, on peut éventuellement se retrouver dans une posture où il faut saisir le juge administratif, que le justiciable sportif soit obligé de saisir le juge administratif. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un match qui doit se passer dans une localité et que par arrêté du préfet, le match est annulé, le juge à saisir, le juge compétent, c'est le juge administratif puisque c'est une contestation d'un acte du préfet sur un match donné. Donc, c'est toutes les activités, tout ce qu'il y a qui concerne le rapport du sport à l'administration, les actes administratifs posés autour de l'activité sportive qui donnent naissance à un contentieux d'ordre administratif et qui induisent la saisine par le justiciable sportif du juge compétent. Parce qu'effectivement, le justiciable sportif a l'option, mais son option, quand il saisit, il a l'option de saisir soit l'instance sportive, soit l'instance étatique quand il pense que c'est un dommage de droit commun. Effectivement, une interdiction de jouer par le juge, par le préfet, est de l'ordre d'un acte administratif. Il ne peut donc pas aller saisir le juge judiciaire pour se faire prévaloir d'une annulation d'un match donné sur un territoire. Il doit donc saisir le juge administratif. Donc, l'option du justiciable pour saisir les juridictions étatiques est une option encadrée par la nature du litige que le justiciable a. Si la nature du litige est une violation des droits de l'homme, il va plutôt saisir notre juge, nous reviendrons tout à l'heure. Quand c'est une violation perpétrée par un acte administratif, il est obligé de saisir soit le juge administratif, selon les dispositions judiciaires du pays. S'il y a un juge administratif direct, il le saisit. Si le juge administratif est logé au sein de la Cour suprême, comme dans certains pays, il est obligé de saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Rapidement comme ça, dans ce rapport, s'il y a une interdiction, par exemple, de l'administration, du préfet,
est-ce que l'instance sportive a un recours? L'instance sportive a un recours. L'instance sportive a un recours administratif pour contester l'interdiction du préfet. L'instance sportive a un recours devant le juge administratif en référé. Oui. C'est-à-dire que si le préfet interdit une manifestation, la tenue d'une assemblée générale, vous voyez très bien à quoi je fais référence, la tenue d'une assemblée générale où si le préfet interdit alors qu'il a autorisé, par exemple, une assemblée générale et que son interdiction n'est pas motivée et que l'instance sportive estime que c'est une interdiction abusive, l'instance sportive peut saisir le juge administratif en référé pour faire cesser l'interdiction. Soit c'est pour tenir son match, soit c'est pour tenir une assemblée générale et tout. L'instance sportive a justiciable. Le justiciable, ce n'est pas seulement le joueur, même l'instance sportive, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de hand, de volley, de basket, de cricket et toutes les autres fédérations ont le droit de saisir. En cas, c'est toutes les violations qui peuvent être répétées par des actes administratifs ou alors un contentieux de nature administrative. C'est la raison pour laquelle le justiciable sportif est amené à saisir le juge administratif. Allons-y au deuxième moment dans ce contentieux sportif et parlons du juge judiciaire. Oui. C'est qui le juge judiciaire? Le juge judiciaire, c'est le juge qui est compétent pour connaître des violations des droits de l'homme et des violations des droits communs. Violation des droits de l'homme, c'est-à-dire que les violations liées à la race, au genre, des discriminations de toute nature liées à votre nature d'être humain, des violations liées à la dignité humaine et à la nature humaine. Donc, toutes ces violations-là sont connues du juge judiciaire. Les violations de droits communs, c'est des violations que le juge, qui peuvent être faites sur les droits qui vous sont donnés en tant que citoyen. Ça, c'est le juge judiciaire qui en est le garant. Oui, notamment le juge civil. Le juge civil, oui. Le juge civil, c'est le juge judiciaire. C'est le juge civil, en fait. Voilà. Donc, c'est lui qui connaît de ces violations-là. Donc, dans le sport, si vous êtes victime de discrimination du fait de votre sexe, de votre race, ou alors de coups et blessures, bon, ça, c'est peut-être un autre juge. Mais c'est le juge judiciaire. Donc, le juge judiciaire, en lui, il y a le juge civil et il y a le juge pénal. Il y a même le juge commercial. Donc, c'est-à-dire qu'on oublie à ce moment qu'on est des sportifs, on est des citoyens tout simplement. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Le justiciable sportif ne cesse pas d'être citoyen. Pour ceux qui ont la tendance de l'oublier, il faut que les choses soient bien claires. Oui. Le justiciable sportif est un sportif citoyen. Donc, il n'y a pas une hiérarchie dans cette composition-là. C'est un tout en un. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il ne cesse pas d'être citoyen parce qu'il est sportif, non. Il est citoyen. Et citoyen, ça veut dire qu'il a un lien de rattachement avec un État. Il y a un lien de rattachement juridique avec l'espace d'un État. Donc, il est toujours national d'un État. Nous allons peut-être parler de la nationalité sportive dans une autre émission et tout. Mais il est national d'un État. Il est justiciable d'un État. Il répond d'un État. Il répond d'un pavillon. Donc, il répond donc à des violations du droit que cet État-là lui octroie. Donc, il ne cesse pas d'être citoyen. Il peut être devant le juge pour les violations de ses droits des citoyens. Quand cela se passe dans la sphère sportive comme dans d'autres sphères. Est-ce qu'on peut, vraiment, je le dis avec beaucoup de prudence, est-ce qu'on peut considérer que l'institution sportive est régie par un règlement intérieur? Est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, parler de droit du sport? Est-ce que il n'y a pas une loi? C'est-à-dire que c'est un règlement intérieur qui encadre un domaine, qui encadre comme une association, comme n'importe quelle association, mais qui évolue à côté ou bien qui évolue dans un État qui a des lois. Alors, la question est bonne parce que ça me permet une fois de plus de donner cette spécificité. Ce qu'on appelle la Lex Sportiva, c'est l'ensemble des règles produites par les organisations sportives. De la sphère internationale, ce sont des règles pyramidales qui commencent par le CIO, l'AMA, les fédérations régionales et le pendant national. Ce sont les mêmes règles. Le statut de la FIFA, le statut de la FECAFOOT, de toutes les autres organisations nationales doivent être conformes au statut de la FIFA ainsi que celui de la CAF. Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent de manière pyramidale. Ces règles-là, que ce soit la FIFA elle-même, qui est en Suisse, elle est une organisation non gouvernementale de droit suisse. Donc le droit suisse s'applique malgré les statuts de la FIFA et des règlements à la FIFA. Oui. C'est la même chose que la CAF, qui est aussi logée en Égypte, oui,
qui voit aussi de par le fait que c'est une organisation qui a eu un arrangement d'établissement avec l'État égyptien, le droit égyptien s'applique autant que les fédérations. Donc, il n'y a pas de césure entre ce droit-là. C'est un droit spontané comme l'est le droit commercial, c'est-à-dire que la lex mercatoria, comme la lex petrolia, c'est-à-dire que l'ensemble des règles que les spécialistes du pétrole s'appliquent pour définir le taux du pétrole et tout, ce sont des règles spécifiques que ces communautés particulières-là s'auto-régulent. C'est dans l'ordre de l'autorégulation. Mais l'autorégulation n'est pas conflictuelle avec la régulation. La régulation, elle est étatique. C'est l'État qui régule. Mais l'autorégulation vise à avoir une souveraineté sur des personnes qui sont membres. Ne sont concernées par l'autorégulation que les personnes qui sont membres de la communauté régulée. Or, cette communauté régulée, on peut nécessairement, par hybridisme, appartenir à une communauté régulée et à une autorégulation. Oui. Donc, selon les pans que l'activité porte, on peut se retrouver soit en train d'être happé par le droit d'autorégulation, soit par le droit régulé de l'État. Donc, il y a une interaction. Donc, l'interaction normative existe. D'où ma thèse, c'est une interaction normative. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'espace juridique, il y a des espaces d'autorégulation. Comme vous avez dit si bien, votre réunion du village ou votre réunion de quartier, vous avez des statuts, vous avez des règlements intérieurs. Mais cela n'empêche que dans les membres, dans l'application de ces statuts-là, que des membres peuvent avoir des violations que votre association n'est plus capable de protéger. Et ça dépend du membre. Et c'est de ce que je disais, le membre a l'option. Si le président de la coopérative du village donne un coup à un membre et que le membre estime que ce n'est pas en allant voir le comité des sages que cette question sera réglée et qu'il estime sa dignité a été blessée, il a le droit de porter cette affaire devant le juge judiciaire. Il a parfaitement le droit, rien ne l'empêche. Il n'y a pas ni le fait que vous aurez écrit dans vos statuts une exception juridictionnelle, comme le fait la communauté sportive, pour dire que non, quand il y a des affaires, des litiges, ces litiges-là doivent être réglés par l'association. Ce n'est pas simplement vos associations qui le font. La communauté sportive a cela comme principe. C'est-à-dire que c'est des dispositions qui existent dans les statuts de la FIFA. Oui, dans toutes les fédérations internationales, il y a ces dispositions-là qui existent, qui donnent l'exclusivité juridictionnelle au cas où, mais l'exclusivité juridictionnelle n'est pas totale. Elle n'est pas totale, elle ne peut pas couvrir les questions de droits de l'homme. Donc, quelqu'un qui, dans votre association, a reçu un coup ou des blessures du fait de l'activité sociétale, a l'option d'estimer que, OK, ça va se gérer devant le comité des sages ou ça va se gérer devant le juge. Vous ne pouvez pas l'en empêcher parce qu'il est membre citoyen. Il est sportif citoyen. Il faut bien que ce... Et s'il va vers le juge, est-ce qu'il est possible que le règlement intérieur de l'association l'exclut, par exemple? Je vais exagérer un peu. S'il choisissait d'aller vers le juge au lieu de laisser régler l'affaire par le règlement intérieur de l'association. Non, ce que l'association va faire n'intéresse plus le justiciable. Le justiciable c'est le justiciable qui a l'option. Le justiciable prend l'option en son âme et conscience et en assumant toutes les conséquences de l'option. Oui. Si le justiciable va devant le juge et que l'association estime que en allant devant le juge, il a violé les dispositions de l'exclusivité juridictionnelle et qu'il faut l'exclure, l'association va l'exclure. Mais le juge, qui est garant de l'ordre et de l'application du droit, peut décider de la réintégration dans l'association. Et l'association sera bien obligée de réintégrer le membre. Parce qu'effectivement, il y a le droit des associations. Il y a le droit des associations. Cette disposition-là est une exclusivité juridictionnelle, mais qui ne s'applique pas à l'ordre de l'État. L'État a le droit de connaître de toutes les questions, sur toutes les questions où elle est compétente, c'est une question de droit de l'homme. L'État a le droit de connaître. Le juge de l'État ne peut pas être exclu. Il ne peut pas être exclu. C'est le juge de droit commun. C'est pour ça qu'on dit que c'est le juge de droit, que le juge de l'État est le juge de droit commun. Donc, quand une infraction concerne le droit commun, il est compétent. Je vais vous proposer d'inverser un peu notre schéma, de parler du transfert des joueurs. Oui. Parce que on a déjà parlé un peu du juge pénal. Oui, ça nous semble intéressant. Allons-y. Le transfert des joueurs, pourquoi ça rentre dans une probabilité de contentieux sportif? Le transfert des joueurs rentre dans une probabilité de contentieux sportif parce que c'est le droit lié à la migration des joueurs, au mouvement des joueurs, à la circulation des joueurs. Oui.
vous n'êtes pas sans ignorer que cette circulation des joueurs-là est une circulation qui se fait aussi de manière clandestine. D'ailleurs, Boris Ngo a écrit un beau livre sur les terrains minés du football, qui est très intéressant. Il a créé même une association avec Vumi, Football Solidaire, pour gérer ces questions-là. Nous avons vu beaucoup de joueurs africains qui arrivent en Europe par des voies détournées et qui se retrouvent dans des situations où on a fait des faux transferts et tout, on leur a promis un certain nombre de choses. Alors le transfert des joueurs, c'est la méthode que la communauté sportive, enfin le transfert en général, c'est la méthode de migration régulière des sportifs. C'est-à-dire que pour qu'un sportif quitte d'un club pour un autre, qu'il soit en train de faire le foot, le volley ou tout autre sport, il faut qu'il y ait un transfert. Donc le transfert veut dire qu'il faut que l'association qui héberge le joueur, sur lequel il a une licence, puisse transférer ce joueur-là dans une autre association. Et il y a donc des règles, il y a donc un certificat international de transfert qui doit être fait entre cette association et l'autre association pour que le joueur parte officiellement d'une association à une autre. Et il y a à l'intérieur de ce grand développement aussi le prêt qui peut permettre à un joueur d'aller dans un autre club ou même une autre association, mais en prêt pour un temps donné et dès que ce temps est venu, de revenir. Donc le transfert est encadré. Il y a donc des règles qui permettent aux joueurs d'être transférés. Donc c'est cette procédure-là qui a été inventée, qui a été créée par la communauté sportive pour se rassurer que la migration des joueurs, le mouvement des joueurs, la mobilité des joueurs soit une mobilité régulière. Oui. Soit une mobilité régulière. Alors, il y en a qui sont en marge de cela. Ils sont en marge de cela parce qu'ils veulent instaurer une mobilité irrégulière. C'est-à-dire qu'ils veulent faire passer des joueurs d'un... Il est donc interdit pour un joueur camerounais ou sénégalais de quitter le pays et d'aller dans un autre pays sans avoir un certificat de transfert international. S'il n'a pas eu un certificat de transfert, c'est le seul document qui permet de reconnaître que vous étiez un sportif dans votre pays et qu'on vous transfère pour aller dans un autre pays. Donc, en général, les traces doivent pouvoir se retrouver dans les différentes fédérations volley, foot, hand, pour voir que ce joueur est quitté de ce club pour un autre club. D'autres clubs de Congo, je bout de questions. Et s'il arrivait dans un autre club sans ordre de transfert, est-ce que le club qui le recrute, malgré sa qualité de sportif, c'est un très bon joueur, on le recrute quand même, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce club est attaquable? Le club est attaquable parce que le joueur, sauf si le joueur se retrouve dans un club en ayant terminé le contrat avec un autre, sans lien contractuel avec un autre. Le gros problème, c'est que les joueurs partent en ayant des liens contractuels ou les joueurs partent aux âges où ils ne doivent pas, parce que le transfert est aussi régulé. Il y a un âge où on ne fait pas de transfert. Un joueur de 13, 14, 15, 16 ans, en principe, il n'y a pas de transfert pour ces joueurs-là. C'est à partir d'un certain âge qu'il y a des transferts. Donc, on voit des comportements. Si le joueur arrive dans un club et qu'il n'a pas de lien contractuel avec un autre, il peut bien s'engager dans un club. Mais à partir du moment où il s'engage et qu'il y a des liens contractuels avec un autre club, le club a des droits sur le joueur. Il peut donc attaquer le club qui le recrute. Et il y a aussi, en matière de transfert, les frais liés à la formation. Donc, même si vous n'avez plus de lien contractuel avec un club, parce que des clubs vous ont formé et que vous arrivez, que vous avez la même identité, vous allez être le club qui vous recrute est obligé de payer les frais de formation. Les frais de formation à votre centre de formation. À votre centre de formation. Donc, c'est un système qui est organisé pour garantir la migration régulière des sportifs. Et qui est réglé par la discipline de l'association, de la communauté sportive. Oui. La communauté sportive est assez disciplinée dans ce cas-là. Les affaires qui sont aux tasses démontrent très clairement que quand les transferts sont irréguliers, les clubs qui doivent payer, payent. Les clubs qui doivent payer, payent. Sortons par là. Est-ce qu'il y a des infractions spécifiques au sport? Est-ce qu'il y a des infractions spécifiques au sport? Qui pourraient, par exemple, je pose la question, ceux qui nous regardent voudraient bien, j'imagine que depuis que nous faisons des émissions, il y a de jeunes gens qui sont en droit et qui voudraient s'intéresser à la question. Et tant mieux si des études sont développées sur ces questions-là. En posant la question sur les infractions sportives liées au sport, c'est pour permettre à ceux qui nous regardent de savoir sous quel angle ils peuvent aborder telle ou telle autre question. Bien entendu, il y a des infractions spécifiques. Je prendrais le hooliganisme, par exemple. Oui. Le fait que
des supporters se comportent, c'est une infraction de l'heure, puisque nous avons vu dans d'autres pays à l'heure actuelle des matchs qui finissent avec des rixes et des joueurs et des supporters qui sont même interdits de stade et ainsi de suite. Il y a des infractions liées au sport. Le hooliganisme en est un. Ça donne lieu à des sanctions comme l'interdiction de stade, voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres infractions sur lesquelles on peut s'étendre, mais bon, comme le temps nous fait particulièrement défaut, je ne vais pas développer. Disons bien que nous reviendrons sur ces questions dans une autre émission. Merci, Dr Claude Bekombo. Merci d'être venu échanger avec nous sur le sport. Le sport est pour nous très intéressant. Le sport, nous rêvons tous. Le sport dégage beaucoup d'émotions et nous sommes engagés d'une manière ou d'une autre. On est lié, on regarde, on pratique le sport, mais quelquefois, on ne sait pas tout ce qui se passe autour. Merci d'être venu nous éclairer. Merci d'être venu donner des clés pour pouvoir comprendre ces apories qui, quelquefois, nous bloquent et nous buguons quelquefois pour parler comme les plus jeunes. Merci, Dr Claude Bekombo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, cliquez, abonnez-vous, parce que cette marche, nous la faisons ensemble. Merci, à très bientôt sur Africa TV.